Bonsoir et merci de votre fidélité. 19h sur Al Oula. Voici les titres du jour. Séance de travail hier au Palais Royal à Rabat sur la stratégie de vaccination contre la Covid-19. Sa Majesté le Roi a donné ses hautes orientations en vue du lancement dans les prochaines semaines d'une opération massive de vaccination contre la Covid-19. Le Sahara fertilise son sol, c'est le reportage que nous avons choisi pour vous ce soir dans le cadre de notre couverture spéciale à l'occasion du 45e anniversaire de la Marche verte, commémorée vendredi dernier à travers le Royaume. De grands projets agricoles côtoient les dunes et défient la rareté des précipitations. Évolution toujours alarmante des principaux indicateurs épidémiologiques. La diffusion du virus est toujours forte. Le nombre de décès est très élevé. Les services de réanimation dans les hôpitaux du Royaume sont au bord de la saturation quand ils ne sont pas carrément saturés. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé hier lundi au Palais Royal de Rabat une séance de travail consacrée à la stratégie de vaccination contre la Covid-19. Cette réunion, souligne un communiqué du cabinet royal, s'inscrit dans le cadre du suivi continu par Sa Majesté le Roi de l'évolution de la pandémie et des mesures prises dans le cadre de la lutte contre sa propagation et de la protection de la vie et de la santé des citoyens. Mohamed Daïtlchkar. Au cours de cette séance de travail, et sur la base de l'avis rendu par le Comité national scientifique ad hoc, soulignant que la campagne vaccinale est une réponse réelle pour mettre fin à la phase aiguë de la pandémie, et fidèle à l'approche royale proactive adoptée depuis l'apparition de ce virus, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a donné ses hautes orientations en vue du lancement dans les prochaines semaines d'une opération massive de vaccination contre la Covid-19. Cette opération nationale d'envergure inédite vise la couverture de la population par un vaccin en tant que moyen idoine d'immunisation contre le virus et de maîtrise de sa propagation. Selon les résultats des études cliniques déjà achevées ou toujours en cours, la sécurité, l'efficacité et l'immunogénicité du vaccin ont été prouvées. Ainsi, cette opération devra couvrir les citoyens âgés de plus de 18 ans selon un schéma vaccinal en 2 injections. La priorité sera notamment donnée au personnel de première ligne, en l'occurrence le personnel de santé, les autorités publiques, les forces de sécurité et le personnel de l'éducation nationale, ainsi qu'aux personnes âgées et aux personnes vulnérables au virus, et ce, avant de l'élargir au reste de la population. Le Royaume a pu occuper un rang avancé dans l'approvisionnement en vaccins contre la Covid-19 grâce à l'initiative et à l'implication personnelle de Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui ont abouti à la participation réussie de notre pays dans ce cadre aux essais cliniques. Sa Majesté le Roi a ainsi donné ses directives aux autorités compétentes pour veiller à la bonne préparation et au bon déroulement de cette opération nationale d'envergure, tant sur les plans sanitaires, logistiques que techniques. L'accent a été mis notamment sur l'accessibilité du vaccin dans un cadre social et solidaire et sa disponibilité en quantité suffisante, ainsi que sur la logistique médicale de transport, d'entreposage et d'administration du vaccin sur l'ensemble du territoire et la mise en place d'un système efficace de préenregistrement des bénéficiaires. À cet effet, Sa Majesté le Roi a appelé à la mobilisation de tous les services et départements concernés, en particulier le personnel de la santé, l'administration territoriale et les forces de l'ordre, ainsi que l'appui nécessaire des forces armées royales, conformément aux missions qui leur sont confiées par Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales dans le cadre de la lutte anti-Covid-19. En engageant cette opération de grande envergure, avec la foi et l'espérance que Dieu puisse entourer de sa grâce toute l'humanité et lever cette calamité à travers la vaccination, les hautes orientations royales ont été données à l'effet de redoubler de vigilance dans la gestion de la pandémie et de maintenir les capacités de veille scientifique
pour une mise à jour régulière de la stratégie nationale dans ce domaine, à la lumière des nouveautés et des réalités factuelles. Cette séance de travail s'est déroulée en présence du chef du gouvernement Saadi El-Othmani, du conseiller de Sa Majesté le Roi Fouad Ali Limma, du ministre de l'Intérieur Abdelouafi El-Ftit, du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger Nasser Bourita, du ministre de la Santé Khalid El-Taleb, du général de corps d'armée Abdel Fattah El-Warraq, inspecteur général des forces armées royales, du général de corps d'armée Mohamed Haramou, commandant la gendarmerie royale, du général de brigade Mohamed Abbar, inspecteur du service de santé militaire des forces armées royales, et du directeur général de la Sûreté nationale, directeur général de la surveillance du territoire national, Abdelatif Hamouchi. À présent, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI à M. Alpha Condé suite à sa réélection pour un nouveau mandat à la présidence de la République de Guinée. Dans ce message, le souverain félicite M. Condé pour la confiance renouvelée que le peuple guinéen lui a témoigné en lui confiant un nouveau mandat à la présidence de la République de Guinée, tout en lui exprimant ses vœux les meilleurs de plein succès dans ses hautes fonctions au service du progrès et de la cohésion du peuple guinéen. À cette occasion, Sa Majesté le Roi assure M. Alpha Condé de son attachement à l'amitié qui lie étroitement le Royaume du Maroc et la République de Guinée, formant le souhait que cette relation s'enrichisse encore et lui réitérant sa ferme détermination à poursuivre l'action commune en vue de renforcer le partenariat maroco-guinéen et d'en faire un exemple de coopération réussie entre les deux pays africains. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a également adressé un message de félicitations à M. Alassane Ouattara suite à sa réélection pour un nouveau mandat à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. En vous confiant un nouveau mandat, le peuple ivoirien fait montre de sa reconnaissance des efforts que vous déployez pour assurer à votre pays davantage de réalisations sur la voie du progrès et du développement économique, écrit Sa Majesté le Roi dans son message. Le souverain note que le Royaume du Maroc et la Côte d'Ivoire ont su développer des relations solides, de coopération fructueuse et de solidarité agissante, réitérant à cet égard sa ferme volonté de continuer à œuvrer de concert avec M. Ouattara à la consolidation de ces relations en vue d'en faire un exemple de partenariat réussi entre les deux pays africains. Le discours adressé samedi dernier par Sa Majesté le Roi Mohamed VI à la Nation à l'occasion du 45e anniversaire de la glorieuse Marche verte a mis l'accent sur la dimension de développement des provinces du sud du Royaume et leur aspiration à devenir un pôle incontournable d'intégration régionale. Le souverain a notamment qualifié la commémoration de la marche renouvelée et constante ayant pour finalité de consacrer la marocanité du Sahara au niveau international et d'en faire une locomotive du développement au niveau régional et continental. Éclairage avec Nissim Naouzdar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala moulana rasulillahi wa ali wa sahbihi, Chabi al-Aziz. Ce 45e anniversaire de la glorieuse Marche verte, Sa Majesté l'a voulu comme étant celui de la poursuite de la grande marche de développement des provinces du sud du Royaume. Le ton est donc donné pour aller de l'avant, capitaliser sur les acquis et relever de nouveaux défis afin de faire de la région un pôle de complémentarité régionale et d'attractivité continentale. Un chantier multidimensionnel. Il est partout salué. صاحب الجلالة أشار إلى نقطة مهمة وهي التنمية المستدامة وكيفية استغلال الطاقات المتجددة. Dans son discours, Sa Majesté le Roi a mis l'accent sur un point très important faisant partie intégrante du modèle de développement des provinces du Sud. Il s'agit des ressources naturelles de la région, des ressources qu'il faudrait valoriser davantage pour l'amélioration des conditions socio-économiques des habitants de la région. C'est un modèle de développement pertinent et très ambitieux. Il permettra sans nul doute de renforcer les mécanismes de la bonne gouvernance et de réaliser les objectifs de développement durable fixés à l'horizon de l'année 2030. Pour la concrétisation de ce chantier titanesque, le Royaume mise beaucoup sur l'économie maritime. Le soutien des grands projets structurants entrepris dans la région se fera à travers le port d'Arla Atlantique.
Avec la future plateforme portuaire, le Royaume ambitionne de réitérer la success story du port Tanger-Med, premier port d'Afrique, récemment nommé seconde zone économique mondiale. La vision royale est clairvoyante. Elle prend en considération les derniers développements au plan international. Le souverain a bien souligné que le royaume a mené à terme la délimitation de ses espaces maritimes. Le souverain a également relevé que le moment est venu pour mettre en valeur les nombreuses potentialités maritimes des provinces du sud du royaume. Tout cela, bien sûr, dans l'esprit de la marche verte et de la préservation des intérêts suprêmes de la nation. Une feuille de route claire est désormais tracée pour intégrer tous les principes de l'économie bleue et soutenir l'essor de cette région prometteuse. Une stratégie qui fait les unes de la presse continentale, qui ne tarit pas d'éloges concernant cette blue economy gagnante qui servira la pêche maritime et le tourisme balnéaire également. Et il y voit le nouveau foyer d'un rayonnement continental et international. Le développement des provinces du Sud table notamment sur le secteur agricole. Malgré le climat saharien, la rareté des pluies et des eaux de surface et l'avancée du désert, les initiatives fleurissent partout. Je vous propose de suivre ce reportage sur l'agriculture, reportage intitulé « Le Sahara fertilise son sol », un reportage signé Imad Amsmir, Abdelali Ayyad, Nourdir Louebni et Mariam El-Missi. Sous son sol asséché, une nappe d'eau souterraine inépuisable. Le Maroc valorise partout à travers son territoire les ressources hydriques et fertilise ses terres. Ces images ont été prises à Jraifia, dans ces zones désertiques au sud de Boujdour. Un aménagement hydro-agricole s'étend sur 1000 hectares. Sur ce large périmètre prospèrent des cultures maraîchères et laitières. Ce projet n'a rien de conventionnel. Il a le mérite d'allier valorisation des eaux d'irrigation, amélioration des revenus des agriculteurs avec en prime une valeur agricole ajoutée de 115 millions de dirhams. Sur le terrain, la production agricole est évaluée à 1750 tonnes de lait, 600 tonnes de viande rouge et 50 000 tonnes de maraîchage, en plus de 1000 nouvelles opportunités d'emploi permanent. Notre objectif est d'introduire de nouvelles chaînes agricoles au niveau de la région, à savoir la culture sous serre de végétaux à usage alimentaire. Nous avons également dédié une superficie de 500 hectares à la production des cultures fourragères. À terme, c'est un tout nouveau paysage agricole que devra abriter la région La'Ayoun Saqiya Al-Hamra. Une dynamique verte qui s'installe en plein cœur des provinces du Sud, avec elle une éclosion de perspectives de formation au profit d'une jeunesse qui a le pouce vert. Notre établissement forme des techniciens spécialisés en agriculture et des ouvriers agricoles qualifiés. Nous avons un effectif de 120 stagiaires répartis sur 3 filières, l'élevage, la polyculture et l'horticulture. J'ai toujours eu cette curiosité d'expérimenter de nouvelles plantations. Mon souhait, c'est de créer ma propre pépinière. Je le prends pour un challenge malgré les contraintes climatiques, parfois sévères. Des projets agricoles structurants qui s'implantent avec la promesse de faire des provinces du sud du royaume un hub régional agricole, carrefour entre le Maroc et l'Afrique. Malgré le manque de précipitations cette année, elle reste toujours aussi juteuse. Très appréciée au Maroc et au-delà, ce sont les oranges et les clémentines de Berkane. La filière bénéficie d'un grand intérêt du plan Maroc vert, ce qui conforte la place qu'occupe la région de l'Oriental en termes de production au niveau national. La récolte a commencé. Au niveau du périmètre irrigué de la Moulouya, la production est estimée cette année à près de 415 000 tonnes. Reportage à Berkane, Rachid Latabi sur le commentaire de Zakaria Mokinbil. Nous sommes dans une exploitation agricole du périmètre irrigué de la Moulouya. En cette période, la récolte des clémentines bat son plein. Si tous les fruits ne sont pas arrivés à maturité, les agriculteurs font de leur mieux pour sauver la saison. Déficit pluviométrique, pandémie du Covid-19, autant de facteurs qui ont impacté le rendement.
Cette année, nous avons eu une saison agricole difficile en raison du retard des précipitations et du faible niveau des eaux dans les retenues de barrages. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour y faire face. Heureusement, la production est passable et la qualité est au rendez-vous. Ces exploitations agricoles sont équipées de citernes d'irrigation au goutte à goutte. Cela a été très utile face à la diminution des ressources hydriques. Grâce à une utilisation rationnelle, l'eau stockée dans les citernes a servi à irriguer les arbres selon des procédés bien précis. Alors, pour gagner en visibilité, la filière des agrumes se modernise. Au niveau de la région de l'Oriental, le conditionnement des agrumes est assuré par 21 stations et 4 groupes industriels se chargent de l'export. Actuellement, notre produit se prépare dans de très bonnes conditions pour respecter les exigences clients en termes de qualité interne, externe et salubrité alimentaire. On exporte nos fruits sur les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie. La production prévisionnelle des agrumes, au titre de la campagne agricole actuelle, est estimée à 310 000 tonnes. Dans la province de Berken, près de 22 000 hectares sont consacrés à la culture des agrumes. 95% de la production est orientée vers l'export. À présent, l'évolution des principaux indicateurs épidémiologiques chez nous pendant ces dernières 24 heures. Le bilan journalier du Covid fait état de 5 214 nouveaux cas confirmés, 69 décès et 3 946 rémissions. Le taux de létalité se maintient à 1,7% au moment où celui de la guérison est de 81,8%. Les cas critiques et graves se chiffrent désormais à 984 cas, 161 de plus en 24 heures, 76 patients sont sous intubation et 380 autres sont sous ventilation non invasive. Quant au total des cas actifs, il est de 43 889. Et puis tous les 15 jours, le ministère de la Santé dresse un bilan pour présenter l'évolution de la situation épidémiologique sous nos cieux. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce bilan est toujours aussi alarmant. La semaine passée est la semaine des tristes records. Les indicateurs sont plus que jamais au rouge. Les développements dans ce sujet de Abdelmjid Al-Hallaoui et Oumaima Rabli. Les chiffres sont alarmants. Rien qu'hier et sur plus de 19 000 tests réalisés, 16,59% ont été positifs. Un taux de positivité qui ne fait que grimper. Le taux d'incidence s'élève quant à lui à 95 pour chaque 100 000 habitants. La semaine qui vient de s'écouler était la pire. Nous avons enregistré le plus grand nombre de cas, soit une hausse de 37%, une hausse qui concerne toutes les régions du royaume. Sur les 12 régions et depuis quelques semaines déjà, 3 régions battent les tristes records. Casablanca-Stade qui reste de loin la région la plus accablée par la pandémie, suivie de près par la région de Rabat Saleh Knetra et dernièrement, c'est l'Oriental qui se joint au triste trio. Cette semaine a été marquée par une hausse du taux de reproduction du virus, le R0. Généralement, on approchait 1%. Désormais, il se chiffre à 1,22. C'est un chiffre très parlant de la rapidité de la propagation du virus. Un virus qui se propage de plus en plus vite est synonyme d'un plus grand nombre de décès chez les plus fragiles. Sur le plan national, le taux de létalité est plutôt stable, mais qu'en est-il sur le plan régional ? 5 régions recensent depuis quelques semaines une hausse des décès. 37% est enregistré au niveau de la région Beni Mellal Khnefra, 25% de hausse au niveau de Rabat Saleh Knetra et sont également concernés par cette hausse les régions de Marrakech Safi, Casablanca Stade et Tanger Tétouan El Hoceima. Mais ce taux a été revu à la baisse dans certaines régions, 6% de baisse au niveau de la région de l'Oriental et de Fès Meknès, tandis qu'il se chiffre à 18% au niveau de la région de Souss Massa. Un autre indicateur très parlant de la gravité de la situation, c'est celui des personnes admises quotidiennement en réanimation.
900 حالة تتلقى العلاج. Actuellement, 900 personnes sont en réanimation ou en salle de soins intensifs. Cette semaine, nous avons enregistré le plus grand nombre de personnes admises en salle de réanimation ou en salle de soins intensifs. En moyenne, 111 personnes contre 67 personnes pour la semaine d'avant. Et si le taux de positivité alarme sur la dégradation de la situation épidémiologique au Maroc, une petite lueur d'espoir pointe à l'horizon. Le taux de létalité fait partie des plus bas et celui des guérisons bat tous les records. Le secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine, Saïb Erekat, est décédé ce mardi du coronavirus. Le défunt était le chef des négociateurs palestiniens et l'une des personnalités politiques palestiniennes les plus connues à l'étranger. Une perte immense pour la Palestine et pour notre peuple, et nous en sommes profondément attristés. A réagi à Ramallah, en Cisjordanie occupée, le président palestinien Mahmoud Abbas, âgé de 65 ans, Saïb Erekat, avait été hospitalisé le 18 octobre dernier suite à la complication de son état de santé. Poursuite à Tunis du dialogue politique interlibyen sous l'égide de l'ONU avec la participation de 75 personnalités libyennes. Ces pourparlers s'inscrivent dans la continuité de ce qui a été atteint dans les autres plateformes de dialogue politique et militaire parrainées par les Nations Unies au Maroc, en Allemagne, en Égypte, en Suisse et en Libye. La chef par intérim de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Stephanie Williams, a salué l'engagement des Libyens pour construire une nouvelle Libye. Après plusieurs années de guerre, ce mardi toujours, la commission militaire mixte libyenne 5+5 a entamé le 6e round de ses pourparlers à Sirte, dans le nord du pays. Accord de cessez-le-feu total entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'accord a été signé hier sous l'égide du président russe Vladimir Poutine, mettant fin à 6 semaines d'hostilité dans la région du Nagorno-Karabakh. L'Azerbaïdjan conserve l'ensemble des territoires reconquis, à commencer par la ville historique et stratégique de Choucha. Pour assurer le respect de la cessation des hostilités, un contingent des forces russes de maintien de la paix a pris position tout au long de la ligne de contact. Retour chez nous, c'est le monument phare de Tarfaya. Il est en train de s'effriter en raison des menaces quotidiennes de l'érosion et autres facteurs climatiques. Dar al-Bahar est donc en péril. Construite il y a près de 120 ans par le navigateur anglais Mackenzie, la maison de la mer constitue le principal élément de patrimoine de la ville de Tarfaya. Reportage Abdelghani Jabbar, Abdelrahim Filoul, Mouniez et Mounia Marouche, pardon. Même si ces vestiges de chambres ne sont plus habités aujourd'hui, elles restent des éléments de patrimoine à part entière qui nous racontent l'histoire de la maison de mer au Kassamar. Une forteresse bâtie au XIXe siècle par un certain Mackenzie et achetée par le sultan Hassan Ier pour mettre fin à la présence étrangère dans la région. Aujourd'hui, face à l'érosion et aux assauts des vagues, ce joyau hors du temps est en train de périr et risque d'être englouti par la mer. C'est un monument phare qui fait partie de la mémoire commune de la ville de Tarfaya. Il résume son histoire et rappelle surtout son passé colonial. C'est un édifice emblématique pour plusieurs générations, mais c'est navrant de voir que chaque jour, une de ses parties s'écroule. Il faut qu'il soit restauré le plus tôt possible. Dar al-Bahr a joué un rôle important dans la navigation maritime. Cet ancien dépôt de marchandises servait à l'époque à stocker des produits dédiés à l'export, tout comme ceux importés de l'étranger. Une histoire riche qui risque aujourd'hui de s'estomper. Ce monument doit être inscrit sur la liste du patrimoine national, ce qui n'est pas fait. En tant que ministère de la Culture, nous nous attendons à ce que les spécialistes établissent une proposition d'inscription dans ce sens. En attendant de retrouver son lustre d'antan, Kassamar n'a pas dit son dernier mot. Entre-temps, elle flotte encore contre vent et marée et lutte pour sa survie.
Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Oula 21h. Excellente soirée avec la suite de nos programmes. À demain.